Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir accueilli, de me laisser la possibilité de discuter du travail clinique de mon master qui a été supervisé par le professeur Duberne de l'hôpital Trousseau. Alors, le concept de DOAD suggère une programmation fœtale des pathologies métaboliques de l'âge adulte. En effet, il y a pas mal d'études qui ont montré un lien entre perturbations métaboliques à l'âge adulte et restriction de la croissance fœtale. Pour mieux comprendre la physiopathologie de ce lien, nous sommes intéressés à deux modèles, que sont le syndrome de Silver-Russell et le syndrome de Temple. Pourquoi ces deux modèles? Tout d'abord parce qu'on retrouve une restriction extrême de la croissance fœtale chez ces patients et qui sont tous deux issus de causes moléculaires bien identifiées. Par ailleurs, le syndrome de Temple a un overlap clinique et moléculaire avec le syndrome de Silver-Russell et apparaît notamment dans le dernier PNDS comme un Silver-Russell-like. Un bref rappel sur l'empreinte parentale, qui est l'expression monoallélique d'un gène selon son origine parentale. Et vous avez l'illustration ici, avec le croisement tigresse et lion et tigre, qui ne donne pas le même phénotype. Cette expression, elle va dépendre de la méthylation au niveau des régions de contrôle de l'empreinte. Dans le syndrome de Silver-Russell, l'anomalie moléculaire la plus fréquente, elle est située au niveau du chromosome 11. Et ce qu'on voit à l'état physiologique, c'est au niveau de l'allèle paternel, au niveau d'ICR1. Hop, je vais essayer de pointer. Ouais. Il y a une petite empreinte ici, donc c'est la méthylation d'ICR1, et cette méthylation va induire l'expression du gène IGF2 qui joue notamment dans la croissance placentaire et la croissance fœtale. Dans la majorité des syndromes de Silver-Russell, on perd cette marque de méthylation, donc on n'a plus d'induction d'expression d'IGF2, et par contre on a H19 deux fois, qui a un long ARN non codant, dont le rôle physiopathologique n'est pas connu. C'est à peu près la même chose dans le syndrome de Temple, sauf que c'est au niveau du chromosome 14 et c'est la région IGDMR. Alors, on peut faire le diagnostic du Silver-Russell grâce à un score clinique, le score Netchin-Harbinson, en sachant que 73% des patients Temple ont les caractéristiques du syndrome de Silver-Russell, et ce score comprend notamment une restriction de la croissance fœtale, un retard de croissance postnatale, et c'est surtout des enfants qui ont des difficultés d'alimentation. Qu'en est-il de la littérature des pathologies métaboliques dans ces syndromes? Globalement, on a déjà très peu d'études en pédiatrie, voire pas du tout. Et chez les adultes, on a des cas d'insulinorésistance avec et sans surpoids. Et on a des études qui montrent qu'il y a des anomalies de la composition corporelle malgré un IMC bas, dans le sens où c'est des adultes qui sont plus minces, mais plus gras, notamment au niveau viscéral, et qui ont moins de muscles qu'une population standard. Donc notre objectif, c'était de caractériser les perturbations métaboliques chez ces patients dans un centre de référence de syndrome de Silver-Russell et syndrome de Temple. Donc nous avons mis en place une étude rétrospective longitudinale qui a porté sur 33 patients en reprenant le surpoids, l'obésité, les anomalies de la pression artérielle et les anomalies du métabolisme glucidique. On a regardé à différents temps, en âge prépubertaire, en âge pubertaire, et pour les patients pour lesquels on avait les données, on a regardé aussi si l'arrêt de l'hormone de croissance pouvait jouer sur ces paramètres métaboliques. Donc là, vous avez les définitions qu'on a utilisées pour chaque paramètre métabolique. Et là, c'est nos résultats principaux. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en âge prépubertaire, alors que l'IMC est franchement en dessous de la moyenne, on a déjà 15% d'anomalies métaboliques. Et ce qu'on voit par la suite, c'est qu'en âge pubertaire, ces 15% passent à 24% de notre cohorte qui a une anomalie métabolique. Il y a 9% de notre cohorte qui a 2 anomalies métaboliques. Alors que, encore une fois, ils ont un IMC qui n'est pas en raccord avec un surpoids ou une obésité. Hop, et il y avait exactement les mêmes tendances qu'en âge pubertaire après l'arrêt de l'hormone de croissance. Ce qu'on voit ici, donc là, je vous ai remis les 4 patients diabétiques de type 2 de notre cohorte pour montrer qu'il n'y a pas de profil type de syndrome de Silver-Russell ou de syndrome de Temple qui fait des complications. Le patient numéro 2 et le patient numéro 4, c'est un peu ce qu'on pense du concept de DOAD, c'est-à-dire que c'est des enfants qui rattrapent très vite, qui passent très vite en surpoids et en obésité et qui font un diabète de type 2, notamment en âge pubertaire. Mais par contre, le patient 1 et le patient 3, c'est pas tout à fait ça. Le patient 1, vous voyez qu'il est toujours en zone d'insuffisance pondérale et pourtant, il est diabétique à 7 ans. Le patient 3, il est en zone d'insuffisance pondérale jusqu'à un moment où il va prendre énormément de poids tout en restant pas en surpoids et en obésité. Il est presque au niveau de la moyenne et pourtant, il développe un diabète de type 2 à ce moment-là.
Donc, globalement, on a retrouvé des complications métaboliques dans notre cohorte, même en pédiatrie, malgré un suivi en centre de référence où ils sont bien suivis par les diététiciennes et tout ça. Ces anomalies métaboliques, elles semblent augmenter avec l'âge et la puberté, mais elles ne sont pas dépendantes du surpoids, elles ne sont pas non plus dépendantes de l'hormone de croissance. Ça rejoint le concept de DOAD qu'on évoquait en introduction, en sachant que quand on s'intéresse d'un petit peu plus près aux études de retard de croissance, il n'y a pas d'anomalie métabolique dans les études de retard de croissance en âge pédiatrique, contrairement à ce qu'on a retrouvé dans notre étude. Se profile la question de la cause. Est-ce que c'est une anomalie de la composition, comme je le disais en introduction? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un rattrapage trop rapide, comme on a vu avec le patient 3, de la prise de poids? Est-ce qu'il y a un changement dans le comportement alimentaire qui pourrait expliquer leur prise de poids rapide et éventuellement leurs complications métaboliques? Pour mieux caractériser et essayer de mieux comprendre ce qui se passe chez ces patients, nous avons mis en place depuis le début de l'année dernière une étude prospective qui comportera notamment des questionnaires de comportement alimentaire comme CEBQ, DEBQ adaptés à l'âge, mais aussi des mesures par bioimpédancemétrie pour savoir plus leur composition corporelle et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi ils font autant de complications métaboliques en âge pédiatrique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Une question avant de... Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, en fait, si je comprends bien, ça veut dire que chez un enfant qui a un Sylvius-Russell et qui est maigre, en fait, il faut essayer de ne pas le suralimenter dans les premières années, pas lui proposer de nutrition entérale, résister à ça, en fait. Ce qu'on essaye pour la plupart d'entre nous de faire, mais on a beaucoup de pression de la part de beaucoup de collègues de temps en temps. Alors, nous, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était effectivement alerter sur le fait qu'il faut les suivre plus. Mais en fait, vous avez vu avec le patient 1 qu'il faut effectivement bien les suivre sur le plan diététique. Mais malheureusement, on a l'impression qu'il y a quelque chose chez ces enfants qui les prédispose à ces complications métaboliques et qui n'est pas forcément en lien avec le poids. Donc, je pense que les premières années de vie, ils font effectivement les complications métaboliques. Ça arrive qu'ils en fassent à 7-8 ans, mais je pense que la question des difficultés alimentaires avec la nécessité d'une nutrition entérale au début se pose pas trop. Le risque de complications métaboliques, nous, ce qu'on essaye vraiment de mettre en avant, c'est le fait qu'ils ont probablement un risque par la suite, je pense plus... Et puis souvent, la majorité de ces patients ont des nutritions entérales en début de vie, mais ils sont facilement sevrés vers l'âge de 5-6 ans. Toute notre cohorte, globalement, ils gardaient des anomalies du comportement alimentaire, mais globalement, une majorité de notre cohorte n'avait plus de nutrition entérale lorsqu'on a fait le début de cette étude. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit bien vigilant, mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on les sous-alimente en début de vie en se disant que par la suite, ils sont plus à risque de développer des complications métaboliques parce qu'ils ont un profil à risque de ça, quoi. Mais oui, c'est ça qui est difficile et c'est pourquoi, en parallèle de ça, là, je vous ai montré que l'étude clinique, mais on a un travail de laboratoire en parallèle, on fait une étude fondamentale où on essaye d'étudier un peu les adipocytes de ces patients pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut expliquer autant d'anomalies, en sachant que c'est surtout de l'insulinorésistance qu'on retrouve chez ces patients.